Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous sur Média TV dans 11 Dito. Alors au sommet aujourd'hui, les somnifères sont-ils les seuls traitements à l'insomnie? Pour une discipline écologique de l'enfant, eh bien c'est possible grâce à la discipline positive. Mode d'emploi dans quelques instants. Nous testerons pour vous par la suite un vrai cours de pilates. Et puis nous allons nous intéresser à ces tosses du pied qui a tendance à pousser, à déformer le pied et à faire mal, l'allus valgus, dans 11 Dito aujourd'hui. Bienvenue à toutes et à tous, je retrouve mes invités et on démarre pour vous. On y va. Merci beaucoup pour votre confiance. C'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois. Très bon dimanche. On espère que vous êtes bien installés devant votre écran de télévision avec un bon petit déjeuner. On va démarrer avec plein de sujets très intéressants, bien évidemment. Alors d'abord, je remercie mes invités. Professeur Najat Yatifti, merci beaucoup d'être avec nous. Plaisir, vous êtes rhumatologue. Et avec vous, on va aller s'intéresser aux pieds et à l'allus valgus, cet os qui se déforme et qui fait mal. Alors est-ce qu'on opère ou on n'opère pas? Eh bien, nous allons voir tout cela. On verra en détail avec vous. Docteur Tarek Benjeloun, bonjour docteur. Bonjour. Merci beaucoup de nous faire le plaisir d'être là. Vous êtes psychiatre et avec vous aujourd'hui le point sur les somnifères. Les somnifères sont-ils les seuls traitements à l'insomnie et aux problèmes de sommeil? Eh bien, on en parlera avec vous dans un petit moment. Et à vos côtés, merci docteur. Et à vos côtés, madame Asma Magani, formatrice certifiée en discipline positive. Bonjour madame. Bonjour Yasmine. Merci beaucoup d'être là. C'est moi. La discipline positive, comment la mettre en place à la maison avec les enfants? Vous allez nous donner les clés de tout cela. Et puis, dans toute cette émission, nous allons aussi nous détendre. Pas vraiment, parce qu'on a l'impression que le pilates, ça détend, mais pas vraiment. Atman testera pour nous un cours de pilates. Donc, on ira découvrir tout ça dans un petit moment. Allez, on commence par une séquence bien-être et santé. On en parle avec vous tout de suite, docteur Tarek Benjeloun. Alors docteur, vous êtes psychiatre et justement avec vous, les somnifères. Souvent on associe les psychiatres aux somnifères. Vous allez nous dire si c'est à tort ou à raison. Est-ce que c'est la seule méthode ou c'est le seul traitement à l'insomnie? Eh bien vous allez nous dire si c'est vraiment le cas également. Mais avant, ce qu'on vous propose, c'est d'essayer de comprendre un peu plus l'insomnie avec cette animation réalisée par nos équipes. On regarde. L'insomnie désigne une privation, une absence totale de sommeil ou la diminution partielle de celui-ci. Elle se caractérise par l'incapacité d'obtenir du sommeil en quantité et en qualité suffisante pour assurer ses activités du lendemain. Elle est suivie par une difficulté à rester éveillé la journée entraînant somnolence, fatigue et irritabilité. Il existe de nombreuses causes pouvant provoquer l'insomnie. Le stress, des douleurs chroniques, des épisodes maniaques ou encore le syndrome des jambes sans repos. Alors docteur, est-ce que vous nous conseillez un somnifère? Je pense que je n'ai pas besoin de poser la question, docteur. Est-ce que vous conseillez un somnifère justement en cas de problème de sommeil? C'est-à-dire, je vous remercie pour cette invitation et merci aussi pour cette émission. C'est vrai qu'au départ, quand j'ai entendu le titre, j'étais un petit peu fâché parce que je me suis dit non, ça ne m'intéresse pas, justement, d'être réduit à un prescripteur. Ok. Voilà, j'estime que santé mentale, c'est plus intéressant que ça et ce n'est pas réduit uniquement en haut. Parlons de ce sujet un petit peu de l'insomnie. Et finalement, qu'est-ce qui vous a réconcilié avec le titre? Ça m'a réconcilié, c'est que je me suis dit, après tout, parler de l'insomnie, on est dans la cible de la médecine, c'est-à-dire la prévention dans le sens où le soin commence d'abord pour ne pas perdre ce qu'on a. C'est ça. D'abord maintenir les compétences, les renforcer, les consolider et passer à autre chose. Maintenant, ce grand petit homme que nous sommes et qui m'a toujours fasciné, eh bien ce monsieur-là, ou cette femme-là, ça peut être assimilé en image métaphorique à une grande maison avec beaucoup d'espace. On y rentre et on trouve beaucoup d'espace. Et l'homme, dans sa conception, il est très multidimensionnel. Et quand on s'approche de l'homme, il l'est également et on ne peut l'approcher que par plusieurs disciplines. Par rapport à ça,
les besoins en images et en parallèle sont nombreux. Et le sommeil en fait partie. Ce sommeil, quand on en est privé, en temps, en heure, qualitativement, parce qu'on a une maladie ou autre, c'est vrai, ça nous pose problème. Et j'ai beaucoup aimé dans la vie ce principe d'expliquer les sens par leur opposé. Et quand on parle de sommeil, vraiment c'est un voyage, je dis toujours, dans les pays de merveille. Pourquoi? Et en même temps, l'homme est majestueux et il nous renvoie beaucoup d'enseignements. C'est-à-dire, il prend un ticket pour aller s'endormir. Il y a deux phases. Il y a ce qu'on appelle le sommeil lent, le sommeil paradoxal. Entre deux, il y a des zones intermédiaires. Eh bien, il rentre, il s'assoit, il décolle, sommeil léger, sommeil profond, etc. Une zone de transition, on va au sommeil paradoxal, c'est une autre zone. C'est-à-dire, passer d'une zone à zone, il y a une transition. Arrêter l'allaitement, on ne peut pas le faire brutalement. Il faut le faire progressivement. Quel bel enseignement de cette construction majestueuse. Maintenant, lorsqu'on passe par la zone du sommeil lent, à quoi il nous sert? On va résumer parce que le temps ne nous le permettrait pas. C'est ça, rapidement si vous le permettez. Eh ben, c'est pour préserver le corps. Ok. On passe à l'autre sommeil paradoxal. Lui, c'est encore plus magique. Pourquoi? Le cerveau va jubiler parce que c'est la phase de maturation. La mémoire, l'engrammation, c'est-à-dire sculpter un petit peu l'information, etc. Il y a une autre chose qui est plus intéressante. C'est-à-dire, lorsqu'on est dans ce sommeil-là, on a des informations en capital génétique qui nous appartiennent et on a des acquis, des apprentissages. Eh bien, il faut une rencontre tous les deux pour sortir un compromis et le compromis permet à cet humain d'être dans une forme d'adaptabilité. Alors, on va, si vous le permettez, revenir au cœur du sujet, oui. Comme vous l'avez dit, parce qu'on manque de temps. Alors, face au problème de sommeil, lorsque justement, au bout d'un certain temps, on se réveille fatigué, on a des insomnies, on a un sommeil entrecoupé, on a besoin d'une solution. Souvent, la solution, c'est les somnifères. Or, ce sont des médicaments, donc normalement, ils ont été inventés par des scientifiques, donc ils ont leur poids, leur valeur, mais en même temps, ils sont un petit peu diabolisés, on en a peur. Donc, docteur, est-ce que les somnifères doivent faire peur? Est-ce qu'une insomnie ne peut être traitée qu'uniquement avec des somnifères? Non, c'est-à-dire benzo-somnifères, on peut dire que ce genre de psychotrope, on lui fait le procès. C'est ça. Mais c'est un procès injuste. Pourquoi? Parce que ce sont des molécules qui ne posent pas vraiment de problème et qui sont efficaces. Le problème de ces traitements, c'est lorsqu'ils sont prescrits dans la durée, c'est-à-dire une très grande durée, ou bien on en consomme d'une manière avec l'automédication, etc., etc. Mais le traitement, c'est-à-dire prescrire un somnifère, c'est un employé non indépendant. C'est-à-dire? Voilà. C'est-à-dire... Il faut le maîtriser. Le somnifère est un employé faisant partie d'une institution, d'accord, qui est régie par la notion de bénéfice-risque, qui est régie aussi pour dire que l'insomnie, c'est un problème hétérogène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'une seule cause de l'insomnie. Ça veut dire, s'il vous plaît, traitez le sujet en prenant ce facteur pluriel. Deuxièmement, l'insomnie est purement individuelle. L'insomnie de Brahim, ce n'est pas l'insomnie de Leïla. Ça veut dire quoi? Le somnifère est dans un puzzle et dans un arsenal d'accompagnement. Et là, on ouvre la brèche. Est-ce que c'est le seul? Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut faire appel à des antidépresseurs, on peut faire appel à la relaxation, on peut faire appel, je ne sais pas moi, à la thérapie comportementale et cognitive, on peut pas faire appel à la photothérapie, on peut faire appel à la psychothérapie, on peut faire appel à la hypnose. Mais peut-être que ce qui pose problème pour cet arsenal qui est très large, c'est le remboursement, parce qu'un somnifère est remboursé, pris en charge par les mutuelles, mais par exemple, ces autres alternatives, notamment de médecine douce, l'hypnose et tout ce que vous avez pu citer, n'est pas remboursé, docteur. Et ça pose problème. J'entends bien ça. Et moi, je réfléchis, excusez-moi de le dire, je suis dans un pays que j'aime, c'est mon pays. J'ai exercé 30 ans en France, donc je suis toujours dans cette dynamique logicielle relativement d'où je suis formé. C'est ça. En partie. En France, c'est pris en charge. C'est pris en charge. Mais la question de somnifère, elle est efficace. Sauf qu'il faut savoir, je prescris un somnifère.
la durée doit être bien précisée en fonction d'eux. Dans l'insomnie, il faut la définir. On a l'insomnie occasionnelle, qui est très brève. Celle-ci peut être un problème de situation. J'ai un examen, j'ai changé c'est-à-dire je suis dans un hôtel, j'arrive pas à dormir. Bon, lorsque la situation, par exemple, diurne, fait poser quelques problèmes au niveau de la somnolence, de la concentration, etc., on peut être amené à prescrire, mais quelques jours. On a d'autres situations, bien sûr, où la personne elle va subir des problématiques professionnelles, affectives, familiales, etc. Et là, c'est autre chose. On prescrit le somnifère, mais le somnifère, il s'inscrit dans la détection d'abord. Est-ce que la personne est dépressive ? Est-ce que la personne a développé un problème anxieux, phobique ou autre ? Et là, on traite ça. Mais donc, en fait, le souci avec les somnifères, ce n'est pas tant leur prescription, mais leur mode de consommation, et notamment le gros problème de l'automédication. Est-ce que ça vous choque en tant que médecin lorsque vous entendez, et je ne sais pas si on vous le dit, parce que vous êtes psychiatre, mais moi, je l'ai déjà entendu, qu'une personne est sous somnifère depuis des années ? La problématique, c'est là où... Et notamment par automédication. Par automédication. Et c'est ça la problématique de ce genre de médicaments. C'est là où on rentre dans une forme de ce qu'on appelle la dépendance. Et cette dépendance-là, elle peut entraîner en contrepartie l'effet inverse, celui que le somnifère pris depuis jadis peut entraîner, par ses dépendances, l'insomnie, l'angoisse, des manifestations qui vont à un moment donné imposer le sevrage. C'est ça. Et c'est pour ça que j'ai dit que ce somnifère, quand il est prescrit, il y a une éthique, il y a une réglementation. C'est-à-dire en 81, on a répertorié la façon de prescrire. En 91, on a délimité la durée. C'est-à-dire, on prescrit, on les prescrit, par exemple, les benzos, pendant 3 mois, il faut faire des fenêtres. Mais avant de faire la fenêtre, il faut baisser. Deuxièmement, lorsqu'on prescrit un somnifère, comme par exemple, je ne vais pas citer les molécules parce qu'on ne va pas faire... voilà, donc, parce qu'il y a un nom qui allait sortir que je n'aime pas du tout, donc je me tais parce qu'il y a des somnifères que j'estime dangereux. Mais bon, c'est-à-dire, on les prescrit pour 1-2 semaines. Donc la notion de revisiter l'ordonnance est indispensable. Donc le suivi médical est indispensable. Est indispensable, voilà. Alors, si vous permettez justement, docteur Iatifti, parce que l'une des causes de l'insomnie, c'est également la douleur, et vous êtes rhumatologue, est-ce qu'il vous arrive en tant que rhumato de prescrire des somnifères ? Et est-ce que d'abord, en tant que médecin, je pense que vous avez le droit, mais est-ce que les patients se tiennent à cette prescription, à cette réglementation ? Finalement, la douleur fait qu'on dépasse les recommandations du médecin. Donc, effectivement, la douleur, c'est parmi les causes de l'insomnie et ça a été décrit. Et nous aussi, en tant que médecins traitant la douleur, on est souvent amenés à prescrire des médicaments. Mais personnellement, c'est très difficile de gérer et c'est très difficile. Il vaut mieux adresser quand ça devient chronique, quand ça devient dépendant. C'est pour ça qu'on peut faire des prescriptions courtes de quelques jours, de quelques semaines, pas plus, mais quand ça devient dépendant, il vaut mieux adresser le patient. Ça vous arrive ? Ça m'arrive de prescrire, mais pas pour de longue durée. C'est comme les corticoïdes en fin de compte. Mais le problème, docteur, c'est qu'une fois qu'on a une boîte de somnifères à la maison, même si vous, dans votre ordonnance, sur votre ordonnance, vous avez mis 1 semaine, 2 semaines, mais une fois que c'est dans le tiroir, je pense que la personne face à la douleur, une douleur qui va l'empêcher de dormir, va aller se servir. Et là, on revient à un point très important, c'est l'éducation. Il ne faut pas prescrire le somnifère ou n'importe quel médicament c'est-à-dire solliciter, sans éduquer le patient à cette prescription. Il faut le préparer, il faut lui expliquer, il faut lui dire que ce médicament a des vertus positives, mais aussi c'est un médicament qui a un revers de la médaille. Il faut faire attention à cette dépendance, il ne faut pas en abuser, il ne faut pas le prendre. C'est comme les corticoïdes qu'on prescrit nous assez fréquemment. Il ne suffit pas d'écrire une ordonnance, d'envoyer le patient à la pharmacie et de découvrir ensuite ce qu'il a, ce qu'il doit prendre. Voilà, justement, il faut changer cette approche de relationnel avec le patient autant que médecin. Un petit mot, Asma Magani, par rapport à ce sujet ? Par rapport à la prise des somnifères... exactement. Une question au docteur Benjeloun, à vos côtés. Oui, j'ai une question qui m'est venue juste tout de suite à l'esprit, c'est que est-ce qu'on peut prendre des somnifères de manière ponctuelle, justement par automédication ? Oui, par exemple. Oui, par automédication.
Par automédication. Non, je veux mettre une équation très claire. Okay. Je crois qu'il faut transmettre une équation, c'est-à-dire la prescription. J'ai beaucoup aimé l'intervention de mon collègue, ou de ma collègue, pardon. C'est-à-dire que la prescription de somnifères, elle ne peut être faite que lorsqu'on fait un diagnostic. Un diagnostic de quoi? Il y a 3 axes. Il faut faire l'autopsie de cette insomnie. Les signes. 2, par exemple, l'ancienneté, la sévérité. Quel type d'insomnie? Idiopathique, primitive, etc. L'axe organique, de quoi il s'agit. L'axe psychologique et donc c'est psychiatrique. Une vraie analyse. Après, il faut passer aux environnements, etc. Et à la question, c'est-à-dire, par exemple, je voyage, hein, je franchis des fuseaux horaires. Il y a des gens qui vont supporter normalement la resynchronisation. Pour d'autres, non. Oui. Rien n'empêche, brièvement, de prescrire un hypnotique 2-3 jours et on n'en parle plus, ou quelques jours. C'est ça. Mais l'automédication, ça veut dire on ne se respecte pas et on n'aime pas son corps ni sa tête. Alors justement, on va finir sur une question de téléspectateur, si vous permettez, docteur, avec beaucoup de légèreté, si vous le permettez aussi. Bravo. Alors, c'est une question qui dit, c'est elle qui vous dit, est-il vrai que manger une banane le soir améliore le sommeil? Waouh. Je dirais une boisson chaude et sucrée, elle est la bienvenue. Mais pas une banane. Si c'est un rituel qui apporte mais il n'y a pas de preuves scientifiques, enfin voilà. L'alimentation, au niveau de l'alimentation, rien n'a été confirmé qu'est-ce qui peut induire le sommeil ou pas l'induire. D'accord. Voilà. Parce que ça contient plus de magnésium et que le magnésium a ses vertus de relâcher, c'est-à-dire de déstresser. Il faut aller chercher le magnésium dans la banane. Et le potassium, il y a du potassium aussi dans la banane. Il y a du potassium, mais c'est surtout le magnésium qui a cet effet de... Merci beaucoup, docteur. C'était un plaisir d'échanger avec vous sur ce point. On va continuer notre émission. On va parler d'enfants cette fois-ci et d'éducation. On regarde. Vous l'avez bien vu, bien-être des enfants, c'est tout de suite avec la discipline positive. Comment la mettre en place à la maison avec les enfants? On en parle avec vous. Asma Magani, merci beaucoup d'être là. Vous êtes formatrice certifiée en discipline positive. D'abord, qu'est-ce que c'est que cette discipline positive? Eh bien, nos équipes sont sorties dehors, rencontrer différents parents, leur poser la question. On va voir ce qu'en savent les parents et on revient pour en parler. C'est qu'il ne faut pas râler, il faut plutôt lui dire non, il ne faut pas faire ça, il faut faire ceci. Avec une manière un peu soft, voilà. Alors, la discipline positive, c'est surtout donner l'exemple. Il faudrait donner l'exemple à l'enfant pour qu'il puisse nous suivre et lui communiquer des principes, mais en les faisant aussi. C'est comme ça, il serait plus convaincu de les faire. L'attitude qu'on doit avoir à l'égard de notre progéniture, c'est-à-dire sortir des réflexes anciens, corriger un enfant dès lors où il fait une erreur, plutôt lui donner une certaine tolérance, de façon à ce que nos enfants puissent justement grandir, acquérir une maturité. Une discipline modérée, pas trop, faut pas lâcher trop les rênes, il faut pas non plus trop être sévère non plus. Alors justement, est-ce que la discipline positive, c'est une discipline modérée? Vous en pensez quoi, Asma Magani? Oui, je vais d'abord vous dire d'où vient cette discipline positive et je répondrai à votre question, Yasmine. Donc, effectivement, c'est une démarche éducative qui existe depuis plus de 40 ans plutôt, et elle nous vient des États-Unis. Donc, elle est basée sur les principes et les travaux d'Alfred Adler, donc c'est une théorie solide. Et puis sont venues 2 psychologues américaines, Jane Nelson et Lynn Lott, pour lui conférer ce côté pragmatique, c'est-à-dire outil pratique que recherchent les parents. Et donc, ça serait des outils de prévention, d'intervention ou de suivi. Voilà. Et donc, cette discipline positive, si je peux la définir en 3 mots, donc elle se base sur la fermeté et la bienveillance. En un seul instant. Ce n'est pas la fermeté seule, ni la bienveillance seule. C'est tous les deux en même temps. En même temps, dans une dynamique d'encouragement. Alors, quand je parle de fermeté, ce n'est pas être rigide ou punir, c'est respecter l'adulte, c'est respecter le cadre que nous allons poser avec l'enfant, c'est respecter aussi les besoins de la situation,
Et donc, quand je parle de bienveillance, c'est vraiment cette connexion à l'enfant. C'est respecter le monde de l'enfant, respecter l'autre, mais aujourd'hui, on parle de nos enfants. Donc, c'est respecter le monde des enfants. Se mettre à leur niveau. Voilà, ce n'est pas non plus céder à leurs demandes, ni aller dans des négociations sans fin avec eux, ni courir à leur secours, non, pas du tout. Être bienveillant avec l'enfant, c'est connecter à l'enfant. C'est aller comprendre ce qui se passe, ce qui se cache derrière ces comportements inappropriés. C'est plutôt valider ses ressentis. C'est aller, voilà, c'est faire preuve d'empathie avec cet enfant. Alors, ce que disait la dame justement rencontrée, elle disait c'est une discipline modérée. Et ça veut dire être souple, mais sans trop lâcher les rênes. C'est ça. Est-ce que cette image vous convient? Eh bien, moi, je dirais que quand je dis fermeté et bienveillance, c'est ce « et » qui évite les extrêmes. C'est-à-dire que, voilà, c'est une démarche qui n'est ni punitive ni permissive. Parce qu'on est quand même allé dans les extrêmes dans cette histoire de négociation avec les enfants. Oui, c'est pour ça qu'elle est aujourd'hui venue pour répondre justement à un besoin, exactement un besoin de cette société en pleine mutation. Donc nous ne vivons plus, nos enfants ne sont plus un modèle de soumission. Aujourd'hui, oui, tout le monde parle d'égalité, mais quelle égalité? Nous sommes égaux en termes de valeur humaine, uniquement en termes de valeur humaine, parce que moi, en tant que parent, j'ai plus de responsabilités que mon enfant. Bien sûr. Mais du moment que je suis là à le respecter, c'est-à-dire à lui rendre sa dignité, je suis égale en termes de valeur humaine. Mais alors, est-ce que ça repose sur l'importance des compliments? Alors, compliments. C'est un mot qui est important à développer, si tu le permets. Un compliment, jusqu'à aujourd'hui, on a cru que ça développait la bonne image de l'enfant. Aujourd'hui, en discipline positive, on préconise et on recommande plus les encouragements. Parce que l'encouragement va donner cette capacité à l'enfant. Il va développer ce référentiel interne, on va dire, avec l'encouragement. Alors que le compliment, il risque d'être approbateur du regard de l'autre. L'enfant risque d'être, d'en avoir besoin constamment. Voilà, tout le temps, de demander ça. Mais je ne comprends pas, par exemple, si notre enfant, enfin, je ne sais pas moi, on va prendre un cas classique, un exemple, bonne note dans un contrôle. Alors, justement, s'il a ça par vous fait exemple... sourire, docteur. Parce qu'on rêve tous d'avoir des enfants avec de bonnes notes. C'est les parents. C'est les parents, c'est ça. Ouais. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit? Bravo? Justement, si par exemple, mon enfant a 18 sur 20 en maths, le fait de lui dire... Je suis fière de toi et tu mérites une récompense, je suis pleinement dans le compliment. OK. Et pour l'encourager, ça serait, tu as eu 18 en maths, tu peux être fière de toi et c'est le travail que tu as mis derrière. Oui, mais d'autres pourraient considérer que le fait justement de promettre à l'enfant une récompense, c'est l'encourager. L'enfant demande par exemple un jeu et on lui dit, écoute, si tu as un bon bulletin, tu auras ce jeu. Oui, c'est ce lien qu'on met à récompense et résultats scolaires, c'est quelque chose qui personnellement me déplaît. D'accord. C'est quelque chose que j'ai instauré moi-même dans ma propre famille. Je suis maman de 4 enfants. Donc, on s'est mis d'accord que les récompenses n'allaient pas être liées aux résultats scolaires. Tu veux quelque chose? Oui, à un moment donné, on peut en discuter et voir s'il y a possibilité de le faire. En lien avec le résultat scolaire, ça ne le fait pas. Alors en lien avec quoi? Il n'y a pas de... Parce qu'en toute honnêteté, pour les parents, le lien direct de récompense, c'est avec les résultats scolaires. Parce que tout tourne autour de la note. Alors qu'il n'y a pas que ça, il y a un amour à présenter à l'enfant, il y a autre chose. Il y a beaucoup de situations où on peut... Certains parents vous diront, oui, mais s'il a de mauvais résultats scolaires, il ne mérite pas que je lui fasse plaisir. Il ne me fait pas plaisir. J'adopte le discours des parents. Il ne me fait pas plaisir. Et donc, pourquoi je lui ferai plaisir? C'est extrême, je sais, mais... Oui, docteur, pardon. Oui. Moi, je suis d'accord avec elle. Encourager l'enfant, si je peux lui dire, regarde, ce que tu as fait, tu l'as réussi. Donc, tu as trouvé la bonne voie. Continue. J'en suis content et fier de toi. Je pense qu'il faut s'octroyer toujours cette dynamique qui est mobilisatrice et ne pas être dans une forme de castration de l'enfant en lui disant, et ni
l'extérioriser de lui-même, c'est-à-dire lui mettre un objet à atteindre, une carotte, on n'est pas en train de faire le 400 mètres aux Jeux Olympiques. La question, c'est lui. On le renforce aussi dans ses capacités, dans ses compétences de l'étudiant. Et c'est ça son métier. L'élève, c'est son métier. Et je crois que je lui achète un bien ou je ne lui achète pas un bien, je l'encourage. C'est-à-dire, l'amour, c'est une chose, mais en même temps, on est dans une forme de processus d'accompagnement et non d'assistance. Mais je vais faire un parallèle avec le monde professionnel, parce que vous dites que le métier de cet enfant, c'est d'être élève. Ben, lorsqu'on travaille, lorsqu'on est au sein d'une structure, on a un salaire. Et puis, ce salaire peut évoluer en fonction de nos réalisations. On a un bonus dans certaines structures. Et donc, en fait, tout ça est lié à ce système de récompense qui va suivre l'enfant, enfin, qui est installé même dans la tête des parents. Comme les bons points qu'on se donne à l'école, quand on a répondu par exemple. C'est ça. Voilà. C'est plutôt une reconnaissance, une valorisation. Mais en fait, est-ce que c'est une revalorisation ou une reconnaissance parce qu'on l'appelle comme ça dans le monde des adultes? C'est à peu près la même chose. C'est presque la même chose. Non, je pense, c'est-à-dire l'ascension sociale, c'est-à-dire lui correspond quand même une logique, c'est-à-dire un profil de poste, c'est-à-dire j'ai une augmentation de salaire, ça veut dire qu'on m'a reconnu dans une fonction, donc j'aurai plus de responsabilités, je donnerai plus, je serai d'utilité. C'est ça, l'utilité est un Alors il y a aussi la discipline positive, justement, il n'y a pas que ce côté scolaire, que ce côté note, mais elle vise à développer justement les compétences socio-émotionnelles chez l'enfant qui lui seront nécessaires à la vie. Et si je focalise sur ces compétences-là, je pense que... Je vous ai mis un peu les bâtons dans les roues parce que, par rapport à cette discussion, parce que je sais que beaucoup de parents qui nous regardent maintenant se disent « Oui, mais les notes, c'est ce qui compte et il faut que je le motive et je sais que si je ne le pousse pas à faire ça, eh bien, ou si je ne le pousse pas par la récompense, il ne va pas se donner. » Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces parents? Excusez-moi, là, mais on n'est pas en train de pousser l'enfant. C'est vraiment, il faut aller chercher de la coopération, impliquer l'enfant dans des tâches, impliquer l'enfant, c'est-à-dire, voilà, trouver des accords avec lui pour qu'il puisse aller avec plaisir. Ça devrait être d'abord un plaisir avant d'aller, parce que la parentalité, voilà... ça s'apprend. Ça s'apprend, exactement. Malheureusement, il n'y a pas de manuel. Important, c'est parce qu'en donnant des récompenses, on tombe dans le piège du chantage. Si vous ne me donnez pas ce que je veux, je ne vais pas faire d'efforts, je ne vais pas avoir de bonnes notes. Et ça, ce serait mauvais pour l'évolution de l'enfant. Moi, j'ai plus besoin de récompense, j'ai plus envie de travailler. C'est ça. On peut tomber. Donc voilà, et puis... Moi, j'appelle ça de la corruption perverse. C'est vrai. Oui, effectivement. Absolument. Alors, on va marquer une courte pause et on revient pour les questions des parents. OK, Madame Magali, à tout de suite. Et je peux vous dire que pendant ce break, nous, on a continué la discussion ici sur cette discipline positive et puis notamment sur cette histoire de récompense. Alors, on a dit des choses très intéressantes et si vous permettez, on le rappelle rapidement, c'est que vous avez dit qu'il faut faire très attention à ces histoires-là parce que ça commence petit et finalement, on se retrouve avec ensuite des adultes qui ont toujours besoin d'être félicités en entreprise et sinon, ça se passe mal pour eux. Pourquoi? Parce que leur mécanisme, c'est on va dire, installé comme ça. On va sur les questions des parents? Parfait, des parents, des téléspectateurs, exactement. Alors, on y va. Madame Asma Maghani, Madame Leïla vous dit, est-il toujours possible d'adopter une discipline positive avec mon enfant de 7 ans ou est-ce trop tard? Dès lors que ce sont nos enfants, on peut toujours appliquer cette... Elles découvrent maintenant ces principes et donc elles se disent que c'est pas trop tard. Plus on les applique, plus ces outils... En fait, c'est plutôt un état d'esprit avant qu'on arrive aux outils, mais c'est plutôt voilà, une façon de penser. Et dès lors qu'on l'applique très jeune, ça marche mieux. Mais on peut l'appliquer. Il y a des mamans qui m'ont reconnu qu'elles avaient des enfants... âgées entre 20 et 30 ans et qu'elles arrivaient à appliquer des choses avec ces personnes-là. C'est jamais trop tard. Ce n'est jamais trop tard tant que ce sont nos enfants. Ça change la relation? Ça change la relation. Je prends l'exemple de la réparation. Il y avait une maman qui m'a dit moi, j'ai pu faire une réparation avec mon enfant qui a 25 ans. C'est ça. Et donc, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors, l'autre question d'une autre maman, c'est Oumaima qui nous dit à partir de quel âge peut-on inclure son enfant dans la prise de décision à la maison? Est-ce qu'il faut l'inclure dans la prise de décision à la maison?
Selon moi, oui. Uh-huh. On peut l'inclure dans la prise. Ça dépend des âges. Bien sûr. Voilà, ça dépend des âges. Ça dépend, toute décision dépendra de l'âge de l'enfant. Si par exemple il a 5 ans et qu'il a envie de décider de mettre un jean ou un jogging, oui, je le laisse décider. Voilà, et puis ça évolue en fonction des âges. Ça dépend de l'âge, ça dépend aussi peut-être de la problématique ou de la situation. De la situation aussi. Si par exemple c'est-à-dire que si moi je dois décider, je le ferai dans le respect et la dignité de l'enfant. Alors, pour résumer, la discipline positive, oui, ça veut dire fermeté, bienveillance en même temps. Dans la dynamique d'encouragement. Dans le respect aussi de l'enfant. Oui. Et puis, ne félicitez pas trop vos enfants, parce que vous allez en faire des adultes qui auront constamment besoin d'être félicités, c'est ça? Encourager. Encourager plutôt que... Voilà, Dreckers dit l'encouragement est à l'enfant ce que l'eau est à la plante. D'accord. Donc, il est important d'encourager les enfants, même quotidiennement. Mais féliciter constamment? Féliciter, oui, c'est complimenter. C'est là où il faut faire la Vous savez, la nuance n'est pas toujours évidente. Voilà, féliciter, complimenter... Oui, complimenter, les compliments, ça fait chaud au cœur, ça fait du bien, mais ça reste comme des bonbons, on les donne de temps en temps. Mais les encouragements, ça dépend de quel type de félicitations vous parlez. C'est bravo, tu es le meilleur. Bravo, oui. On a souvent pour encourager, on va aller encourager l'action qu'a faite l'enfant. Et non pas sa personne. Voilà. Parfait. Merci beaucoup Asma Maghani, formatrice certifiée en discipline positive. Je rappelle pour les téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre que nous avons fait le point sur les somnifères. Sont-ils la seule prise en charge ou le seul traitement à l'insomnie? On en a parlé avec vous, docteur Tariq Benjeloun, vous êtes psychiatre. Dans un petit moment, on va parler du pied et de l'allus valgus avec vous, docteur Najat Yetifti. Et puis pour l'heure, je vous propose un petit peu de sortir un peu du studio, du plateau, et d'aller faire une activité. Nous, on est dimanche matin, il faut tester autre chose. Et Atman teste pour nous justement un cours de pilates. On regarde. Bonjour Yasmine et bonjour à tous. Alors comme tu l'expliquais au sommaire, aujourd'hui nous avons décidé de tester pour vous un cours de pilates. Mais avant tout, et pour ne pas se faire mal, il faut commencer par s'échauffer. Alors je vous propose de vous mettre tout droit, de lever et de commencer à vous étirer tout le côté. Salut Atman. Bonjour Zineb. Ça va? Ça va et toi? Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien écoute, je prépare l'échauffement pour le cours de pilates pour nos téléspectateurs. D'accord, mais tu sais qu'un cours de pilates ça se fait avec un professionnel pour éviter de se blesser. Ah oui c'est vrai, alors aujourd'hui tu vas nous expliquer ce que c'est que le pilates et surtout qu'est-ce que c'est que le pilates for dance qu'on va faire aujourd'hui. Alors le pilates c'est une technique d'amélioration de la condition physique, c'est une technique qui permet une meilleure prise de conscience des muscles du corps, qui permet un renforcement musculaire en profondeur et un meilleur alignement de la posture. Alors le pilates for dance si tu veux c'est une technique qui permet de mettre à profit les bienfaits du pilates appliqué à la danse dans le sens où on va, alors c'est un cours de pilates de manière assez classique, mais on va se focaliser en particulier sur les muscles particulièrement sollicitants dans la pratique de la danse. Ok, très bien. Eh bien alors écoute, je te propose qu'on commence tout de suite notre activité sportive de la semaine. Avec plaisir, donc je te propose qu'on démarre avec notre coach certifié. Bonjour. Bonjour. Feet together. Let's go. Roll your shoulders back. Release all the tension. Donc il faut savoir qu'un cours de pilates se déroule généralement en 3 phases. Une première phase qui est une phase d'étirement et d'échauffement pour préparer le corps à la suite. Alors c'est pas du tout comme le yoga, c'est pas du tout relaxant. Reste ici. Extend your hand, extend your leg. Pliez les genoux avec les coudes. Ouh là là. Comme tu le vois, on a attaqué la deuxième partie, qui est la technique vraiment où on rentre en profondeur dans le renforcement. Exhale, breathing, hands behind, and pliez les genoux avec les coudes. Ok, we go on the tapis sur les genoux. 5, 4, and ça va, Atman? Oui, écoute, je me concentre. Tu t'en sors plutôt bien, je trouve. Pour gainer. And change. 1, 2. Gainer ici pour éviter de se faire mal au dos. Et on étire. Your chest, extend your hands up. Et on attaque la troisième phase, qui est donc la phase de relaxation, étirement. Lean your body forward. Relâche la tête. Exhale, breathing. Namaste. Good job. Bah, merci beaucoup, Monica. Merci. Bien joué. Merci beaucoup Zineb pour cette séance de Pilates for Dance. Alors quels sont les bienfaits que je vais ressentir pendant les prochaines heures ou les prochains jours?
Alors, l'avantage du Pilates, c'est que les bienfaits se font ressentir sur tout le corps. D'abord, d'un point de vue musculaire, je pense que tu as dû te rendre compte, avec la ceinture abdominale, les fessiers, les ischio-jambiers principalement. Le deuxième effet, c'est un meilleur alignement corporel, une meilleure posture de manière générale. Et le troisième bienfait, qui est pour moi le plus important, c'est cette profonde sensation de bien-être que je pense que tu dois être en train de ressentir en ce moment, avec ce côté relaxation qui est très important. Mais écoute, tu as parfaitement résumé ce que je ressens. Chers téléspectateurs, moi je vous recommande fortement cette activité qui sollicite tonicité, renforcement musculaire, stretching et surtout relaxation. Et quant à moi, Yasmine, je te rends l'antenne et je te dis à la semaine prochaine. Eh bien, merci beaucoup et surtout que ça donne envie. Docteur Yatifti, vous êtes rhumatologue. Est-ce que vous conseilleriez, je vais y arriver, oui. éventuellement au conditionnel, ce cours de Pilates pour vos patients? Est-ce que c'est respectueux du squelette? Du moment que c'est fait avec douceur, c'est fait avec harmonie, que c'est fait avec simplicité aussi, ça respecte la nature, ça respecte le muscle, les tendons. Il n'y a pas de raison pour que ça soit contre-indiqué chez il n'y a pas de sautillement, il n'y a pas de sautillement, il n'y a pas de contre-indication. C'est un renforcement. C'est un renforcement musculaire. Doux et ça donne envie. Ça donne envie. Ça donne envie. Un petit cours dimanche matin. Oui, j'aimerais bien. Quoi, docteur Benjeloun? Il me faut que je m'entraîne avant d'y aller. Pourquoi? Il y a trop de souplesse dedans, quand même. Vous faites un sport? Vous pratiquez un sport? Moi, je marche beaucoup. Ça fait du bien. Ça, j'aime bien. Mais là, je trouve quand même c'est sophistiqué. Le cours de Pilates? Oui, c'est sophistiqué parce que c'est beau, c'est presque artistique. Ouais. Il y a une chorégraphie dedans. Et c'est vrai que en plus, ça associe la relaxation, le renforcement musculaire. La respiration. Et la coordination aussi. Ouais. Et l'équilibre. Voilà. D'ailleurs, on y vient avec le pied et l'équilibre. Parce que là, quand on voit, il n'arrive pas à tenir son équilibre. Et là, on voit l'importance du pied. C'est à cause du pied, l'équilibre? On n'a pas entraîné les muscles du pied, c'est qu'on n'a pas entraîné les appuis au niveau de notre pied. C'est pour ça qu'on perd l'équilibre en fin de compte. On va y arriver dans un petit moment, mais justement, docteur, est-ce que, par exemple, ça serait une bonne activité pour les personnes qui ont des pathologies mentales? On peut les prescrire, ce genre d'activité, pour, par exemple, la personne dépressive. C'est une manière un petit peu de se ressaisir et un petit peu de se réinventer sa remise un petit peu dans la vie au sens heureux, joyeux, de reconstruction et de restauration. Je trouve ça magnifique. En plus, il y a des mouvements comme ça d'ouverture. Et en symbolique, c'est-à-dire la personne n'est plus dans le côté pessimiste, fermé, enfui dans sa tristesse, mais il y a un côté, je peux m'autoriser de s'ouvrir. Et voilà. Et en même temps, la coordination, c'est des mouvements justes, beaux. Donc, ce n'est pas un luxe? Non. Non, c'est loin d'être un luxe. Non. Alors, Asma Maghani, ça vous dit un petit cours? Oui. On demande à Atma de nous faire une séance. Parfait. Alors, on va aller travailler le pied quand même. On a vu que c'était très important, justement. Docteur Najati Yatifti, vous êtes avec nous et on finit l'émission avec vous tout de suite. L'allus valgus, prévention et traitement, c'est un terme assez barbare quand même. On prononce comme ça, l'allus valgus? L'allux valgus. L'allux valgus. On prononce le X de la fin. Parce que le grand orteil, en latin, c'est allux. D'accord. Et valgus? Et le valgus, c'est qu'il est dévié vers l'extérieur, c'est qu'il est luxé. D'accord. On parle de valgus dans ce cas. Alors, pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est exactement, une petite animation pour vous. Plus connue sous le nom d'oignon, l'allux valgus est une maladie articulaire souvent due à des origines génétiques. Elle se manifeste lorsque le gros orteil dévie vers l'intérieur du pied. Cette déformation peut être associée à une inflammation appelée bursie. La bosse qui en résulte peut handicaper les individus à porter des chaussures. Les types d'allux se définissent en fonction de l'angle de déviation du gros orteil. Moins de 20 degrés, c'est un allux valgus léger. Entre 20 et 40 degrés, il est modéré. À plus de 40 degrés, il est qualifié de sévère. En cas d'allux valgus très douloureux ou à déformation très importante, consultez un spécialiste de la santé. Alors justement, docteur, est-ce qu'on vient vous consulter pour l'allux valgus souvent? Est-ce que c'est un motif de consultation? C'est un motif de consultation qui reste relativement fréquent, surtout chez les femmes jeunes.
Mais avant de parler de la luxe valgus, j'aimerais bien un petit peu parler de ce chef-d'œuvre absolu que notre Créateur nous a donné, qui est le pied, qu'on a un petit peu tendance à négliger, à dénigrer parce qu'il est en bas, on n'en prend pas soin. Mais il faut dire que ce pied, c'est un organe majestueux, c'est un organe extraordinaire. C'est un organe qui nous permet de faire de beaucoup de choses. C'est grâce à lui qu'on est bipède autant qu'être humain. C'est grâce à lui qu'on reste debout, qu'on a un équilibre. C'est grâce à lui qu'on bouge, qu'on marche, qu'on court, qu'on fait beaucoup de choses. Donc il faudrait connaître ce Vive pied. le pied. Ah, effectivement, il faudrait connaître ce pied. Il faudrait essayer de le découvrir. Parce que ce qui est extraordinaire pour le pied, c'est la biomécanique du pied qui est extraordinaire. Parce qu'il faut savoir, dans le pied, en fin de compte, on a deux pieds. On a un pied rigide qui est le pied calcanien et on a un pied souple et mobile qui est le pied talien. Et ce pied talien, c'est comme un pont suspendu qui est très mobile et qui va nous propulser dans le pas. Et quand il va nous propulser, il y aura un appui au niveau de ce talux qu'on a expliqué, qui est le grand orteil. Et quand ce talux est sollicité anormalement, quand les appuis ne sont pas normaux, pour une raison ou pour une autre, ce n'est pas tout à fait systématiquement génétique. On peut faire un hallux valgus aussi pour d'autres causes. Par exemple, quand on a des problèmes podologiques, quand on a un pied plat et qu'il y a un affaissement de l'arche plantaire, il y aura un élargissement de l'avant-pied et il y aura une exagération de l'appui au niveau de ce grand orteil qui va se déformer et se luxer et on va avoir... Donc ce n'est pas forcément génétique. Pas tout à fait génétique. Un hallux valgus On peut acquérir un hallux valgus dans pas mal de maladies, comme dans la goutte, parce qu'il y a une déformation par dépôt d'acide urique. On peut avoir un hallux valgus dans les rhumatismes chroniques, surtout dans la polyarthrite rhumatoïde. On peut l'avoir aussi quand on a des entorses, parce qu'il faut savoir Alors c'est une maladie ou c'est un symptôme? C'est la conséquence de toute perturbation de la biomécanique de l'avant-pied. Chaque fois qu'on a un désordre qui va s'installer au niveau de ce dessous de pied, c'est très important, c'est le dessous du pied qui est perturbé. Donc, on aura des appuis qui vont se faire de façon anormale. Et quand ces appuis se changent ou bien sont perturbés, systématiquement, le grand orteil n'est pas content. Il va essayer de se trouver un espace. Et comment il va faire pour se trouver cet espace? Il va se luxer vers l'extérieur. D'ailleurs, c'est le cas quand on porte des chaussures trop serrées. C'est le cas aussi quand on porte des talons hauts pour les jeunes femmes qui veulent être coquettes. C'est beau d'être coquette avec des talons hauts, mais il faut faire attention, il ne faut pas en abuser. Il faut les porter dans des circonstances particulières, au cours des fêtes. Mais au travail, quand on marche, il vaut mieux éviter parce que là, on déforme les appuis et en mettant l'avant-pied en contrainte continue, ce gros orteil ne va pas trouver c'est-à-dire l'espace voulu pour qu'il déroule le pas, pour qu'il propulse le pas. Et là, il va se déformer parce que c'est tout à fait normal. Alors, c'est quand même un problème, une conséquence, comme vous l'avez appelé, qui agit par poussée. C'est-à-dire qu'il y a une douleur, il y a une déformation de l'os. Au début, il peut ne pas y avoir de douleur. C'est juste une déformation. D'ailleurs, on voit souvent des jeunes femmes qui viennent consulter parce que c'est inesthétique. Pour eux, le pied n'est pas beau quand l'hallux valgus est luxé vers l'extérieur. Ça les dérange seulement sur le plan esthétique. Et c'est ça le point le plus important. On n'opère pas un pied quand il y a un désordre inesthétique. On opère quand il y a des signes bien particuliers, comme par exemple quand il y a une douleur, quand il y a l'apparition de cet oignon qui est dérangeant, quand il y a un conflit avec la chaussure. C'est très important. Il faut que l'être humain, c'est-à-dire entre pied et chaussure, c'est un mariage. C'est ça. Parfait. Parfait. Sinon, on a mal aux pieds. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est tellement désagréable d'avoir mal aux pieds. Donc, quand on n'est pas bien avec sa chaussure, quand on ne s'entend pas avec sa chaussure, c'est tout à fait normal qu'il y ait ce divorce. Qui est cette séparation. Le pied n'est pas content, la chaussure n'est pas contente, la chaussure va se déformer, elle va s'user, le pied, je dis, j'en peux plus, je vais me déformer, je vais sortir. Et là, on tombe je te quitte. Je quitte la chaussure. Et c'est ça ce qu'il faut apprendre aux patients, c'est-à-dire chaque fois qu'on a, même sur le plan esthétique, ou bien quand on a une gêne, il faut essayer de corriger ce conflit qu'il y a entre chaussures et pied. Mais quand vous dites corriger le conflit, c'est souvent adapter la chaussure au pied, non pas le pied à la chaussure. Plutôt adapter la chaussure au pied, c'est ça. Et parfois, on peut aussi adapter le pied en corrigeant. Par exemple, quand on a un pied plat ou bien quand on a un pied creux, on peut porter des semelles orthopédiques pour corriger les points d'appui. On peut mettre des bandages, on peut mettre des orthèses, on peut mettre des écarteurs. Il y a certains moyens, certains matériaux qui sont tout à fait simples pour essayer d'adapter ce pied même à la chaussure. Parce que quand il y a cette déformation, on peut
ne pas trouver la chaussure à son pied. À son pied. Ça dépend de laquelle. Ça pose problème dans Alors, ce cas. mais dites-moi, docteur, est-ce que par rapport, par exemple, vous dites quand on a un problème de pied plat, on peut avoir des semelles pour corriger l'appui. Mais puisque l'hallux valgus est un problème avant tout d'appui, est-ce qu'on ne peut pas prescrire des semelles? Est-ce que vous ne pouvez pas prescrire des semelles? À titre préventif? Non, mais même aussi à titre pour soulager, même quand il n'y a pas de problème de pied plat. Et ça, c'est-à-dire, en général, nous, quand on voit le patient, il ne vient pas juste pour essayer d'adapter son pied à la chaussure. On le voit parce que soit il y a une souffrance, soit qu'il y a une douleur, soit qu'il y a une déformation. En général, s'il vient au stade de déformation, on essaie de trouver la cause qui a causé cette luxation. C'est-à-dire, on essaie de voir s'il n'y a pas un problème podologique, s'il n'y a pas une maladie aussi, c'est très important, parce que même l'hallux valgus, ça peut être secondaire à des maladies métaboliques, comme le diabète, comme la goutte. D'ailleurs, le pied diabétique, c'est un pied très difficile. Il faut toujours essayer de prévenir c'est-à-dire les répercussions négatives, que ce soit sur le plan architectural de la maladie, soit sur le plan neurologique. Parce qu'on sait que dans le diabète, par exemple, on a souvent des troubles neurologiques. Donc, et ça peut entraîner des perturbations. Mais vous proposez quoi à ce moment-là? Est-ce qu'on peut proposer une semelle même quand on n'a pas le pied plat? Une personne qui a... S'il y a des troubles d'appui, on ne porte pas les semelles seulement quand il y a des pieds plats ou bien des pieds creux. Même quand il y a des problèmes d'appui. Quand il y a des problèmes d'appui, quand il y a des problèmes d'axe du pied aussi. Quand on a par exemple au niveau des genoux des désaxations, des subluxations de la rotule, quand on a parfois des problèmes de hanche aussi. Même quand la hanche est mal positionnée par rapport à l'axe, il faut porter des semelles pour réaxer cette hanche. C'est-à-dire la semelle, elle n'est pas prescrite seulement pour le pied. Alors elle est prescrite aussi pour tout le squelette. Justement, vous l'avez dit tout à l'heure, on vient souvent vous consulter pour l'hallux valgus en tant que rhumato parce que c'est un problème esthétique. Mais si, par exemple, supposons que j'ai un hallux valgus, que je ne sois pas dérangée par l'esthétique et que je n'ai pas mal, est-ce qu'il faut quand même venir consulter parce que ça peut être la conséquence d'autres choses et qu'il faudrait la corriger? Est-ce qu'il faut absolument consulter quand on en fait? Quand on constate qu'il y a une petite déformation de notre grand orteil, il vaut mieux consulter pour rechercher la cause, surtout la cause. La cause, c'est ça. Et essayer de corriger parce qu'il y a des techniques pour bloquer ou bien pour freiner l'évolution de cette luxation. Parce qu'il y a des degrés. Et tant qu'on peut rester dans un degré moindre, ça serait bénéfique pour le patient, ça lui éviterait de passer à la chirurgie. C'est vrai que la chirurgie, ça reste le seul traitement curatif pour l'hallux valgus, mais nous, autant que médecins podologues praticiens, on essaie un petit peu de bloquer, de freiner cette évolution. Et pour cela, il faut éduquer le patient et corriger en parallèle. Asma Maghani, est-ce que ça vous réconcilie avec votre pied? Est-ce que vous portez souvent des talons aiguilles? Est-ce que vous êtes une mauvaise élève du pied? Je portais. Un peu plus jeune, je portais. On a tous porté des talons. Et maintenant, je pense que je trouve beaucoup plus de confort dans des petits talons compensés ou voilà. Ou basket. Ou basket. Surtout que c'est tendance. Oui, oui, tout à fait. Docteur, on ne vous pose pas la question, mais ça concerne les hommes aussi. Il y a aussi un point important pour la chaussure, il faut aussi travailler sur le matériel utilisé dans la chaussure. Il faut éviter les matériaux qui sont durs, qui sont rigides, préférer les matériaux qui sont souples, pour qu'il n'y ait pas ce conflit continu pour qu'il n'y ait pas cette bagarre entre le pied et la chaussure. Exactement. Alors, pardon docteur, vous voulez... Je voulais poser une petite question, c'est-à-dire les enfants qui ont l'hallux valgus, est-ce qu'il y a des possibilités de correction de l'hallux en lui-même, c'est-à-dire chez les enfants chez qui on découvre de l'hallux valgus, pas souvent mais assez fréquemment, on trouve un caractère génétique. Il faut voir les parents aussi s'ils ont des hallux valgus, c'est-à-dire ils ont hérité ceci de leurs parents. Mais quand il vient avec un hallux valgus, ça n'empêche pas qu'il faut rechercher une autre cause. Il faut faire un examen podologique et jusqu'à l'âge de 4 ans, c'est tolérable d'avoir des pieds plats, mais au-delà, s'il y a des pieds plats qui s'installent et qui sont là, il faut essayer de lui faire porter des semelles pour essayer de corriger ou bien qu'il n'y ait pas cette conséquence d'évolution vers cet hallux valgus. Parfait. On va sur les questions des parents et des téléspectateurs. On y va. Omar qui vous dit, est-ce qu'en ayant les pieds plats, je risque d'avoir un hallux valgus? En ayant des pieds plats, en utilisant des chaussures non adaptées, en faisant une activité, c'est-à-dire si c'est un sportif de compétition, si c'est un grand sportif, ça peut évoluer vers l'hallux valgus parce qu'on aura mis ce grand orteil dans des conditions défavorables. C'est ça. Et là, il va évoluer vers la déformation et sa luxation.
Vous savez, docteur, je ne vous ai jamais vu parler d'un sujet avec autant de passion que, Oui. que celui de la J'adore. valgus. C'est-à-dire, là, quand j'ai essayé de faire ma spécialité de podologie, j'ai découvert ce pied. J'ai jamais apprécié ni considéré l'importance du pied dans notre corps humain. Et je me dis, mon Dieu, ce pied, ce qu'il fait, ce qu'il nous apporte. D'ailleurs, il y a, comme ils disent, une femme bien chaussée est une femme belle. Et là, j'ai bien compris le sens de femme bien chaussée, femme belle, parce que quand on est bien chaussée, on est à l'aise, et on est souriante, on est bien dans sa peau, et on n'a pas de rides, et on ne vieillit pas. Super. C'est une évolution normale. Le conseil, ça enchante les hommes. Ça enchante Tant mieux. Tout le monde y trouve son compte. Alors, dernière question, Sarah, qui vous dit, peut-on guérir la luxe valgus sans passer par la chirurgie, docteur? On peut prévenir, on peut stopper, on peut corriger avec certaines techniques, certains matériaux, on peut éduquer et conseiller, mais ce n'est pas tout à fait curatif. Quand ça devient très douloureux, c'est-à-dire quand on a un valgus qui est conflictuel, trop conflictuel avec la chaussure, il faut céder la main aux spécialistes de la chirurgie du pied. C'est ça. D'ailleurs, il y a plusieurs techniques actuellement. Il y a des techniques invasives, non invasives. Et ces techniques, c'est-à-dire, il y a aussi un point très important que je voudrais souligner, c'est que la chirurgie, c'est pas un monstre, mais elle doit être faite dans de bonnes conditions. Et aussi les suites opératoires. C'est ça le plus important dans la chirurgie du pied, parce que c'est ces suites opératoires qu'il faudrait prendre en charge. Il faudrait des soins nursing très importants, c'est-à-dire changer les pansements, éviter l'œdème, surélever le pied, ne pas marcher directement. On peut se mettre debout au début, mais utiliser des chaussures médicales spécialisées pour décharger cet hallux valgus au début, au moment de la marche. La rééducation aussi, elle a une grande place dans les postes, c'est-à-dire les gestes post-opératoires, parce que ça nous permet un petit peu de restabiliser ce pied, de corriger les points d'appui, de fortifier les muscles, et c'est-à-dire de faire de la proprioceptivité et de remettre ce pied dans la nature pour qu'il puisse marcher, mettre les chaussures, etc. Se réapproprier son pied. Se réapproprier son pied. Et aussi un point très important que je veux absolument souligner, ne pas conduire même avec les chaussures médicaux quand on vient de se faire opérer. On a eu beaucoup de complications qui sont apparues dans les suites opératoires parce que la personne conduit. Parce qu'il n'a plus mal, la personne n'a plus mal, elle porte des chaussures, elle croit qu'elle peut se permettre de conduire. Et on a eu des complications qui sont apparues. C'est pour ça que je voudrais en parler sur ce plateau et le souligner, ne pas conduire dans le mois après la chirurgie. Donc reprendre une vie plus ou moins normale progressivement, mais après un mois. Après un mois. Merci beaucoup, docteur Najat Yattefti, d'avoir été avec nous. Vous êtes médecin rhumatologue, podologue. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été là. Pour nos téléspectateurs, docteur Tarek Benjeloun, vous êtes psychiatre, madame Asma Magani, formatrice certifiée en discipline positive, et Aïtman est en train de prendre sa douche après son cours de sport. Merci beaucoup. Très bon dimanche à toutes et à tous. Au revoir et à très vite.